Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment se débarrasser des limaces selon la philosophie de Masanobu Fukuoka, le créateur de l'agriculture naturelle, entre guillemets, qui a beaucoup inspiré aussi les créateurs de la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren. Et voilà, j'espère que dans ce podcast, on va réussir à changer des mentalités. Je dis on parce que je compte sur toi pour partager ce podcast, partager ce message, parce que je pense que on a énormément besoin de comprendre ce qu'on va voir maintenant dans le monde de la production de nourriture, que ce soit au sein de son jardin, au sein d'une petite ferme maraîchère ou même de l'agriculture de manière générale. On a vraiment besoin de revenir à des principes simples et notamment une des grandes leçons qu'on tire du livre de Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. On va voir tout ça, je t'invite à te poser et c'est parti. Pour commencer, je voulais qu'on revienne sur un principe de permaculture, enfin un des principes qui n'existe pas dans les principes officiels, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton jardin, les tâches que tu as à faire dans ton jardin, elles sont liées aux besoins d'un élément qui ne sont pas remplis par le système. En gros, finalement, le fait que, si on en revient aux limaces, en gros, si tu te demandes comment faire pour te débarrasser de tes limaces dans ton jardin, ça c'est justement Fukuoka qui disait que au lieu de se demander comment faire quelque chose, on devrait plutôt se demander comment ne pas faire cette chose. Donc au lieu de se demander comment on va faire pour se débarrasser des limaces, on va plutôt se demander comment ne pas avoir à se débarrasser des limaces. Et c'est là qu'on va commencer à être créatif, à être plus dans l'observation, dans la lecture du paysage. Et il est là le grand message, en gros, c'est comment est-ce qu'on revient à des choses qui nous connectent à notre environnement et comment on apprend à lire notre environnement et à trouver des solutions qui vont s'autogérer, être autosuffisantes, être autonomes, toutes ces notions de voilà, tout simplement on va connecter des choses entre elles pour ne pas avoir à toujours être là pour intervenir et plutôt connecter les besoins d'un élément, tous les besoins des éléments entre eux, comme ça on n'aura pas besoin de le faire nous-mêmes. C'est un peu compliqué tout ça, mais t'inquiète pas, petit à petit ça va se dénouer dans ce podcast et tu vas comprendre en gros. Donc si on se demande comment je vais faire pour ne pas pour me débarrasser des limaces, on va se demander plutôt comment je vais faire pour ne pas avoir à me débarrasser des limaces. Et ben la solution la plus simple, c'est on va attirer les prédateurs. Comme ça, les prédateurs des limaces, ils vont manger les limaces et ils vont réguler la population. Ils vont pas la faire disparaître. Ça, je pense qu'on a compris avec le temps. Les limaces, elles font vraiment partie du système. C'est elles qui aussi sont vraiment un pilier important dans la création du sol. Et on peut pas faire autrement. Dès qu'on laisse la vie se développer, la limace, elle fait partie du jeu. Donc t'as plein de prédateurs. T'as le carabe, t'as le lézard aussi qui va manger les œufs des limaces. T'as le canard coureur indien, t'as le hérisson, le crapaud, il y a même le ver luisant qui va aussi lui manger les œufs, t'as la poule, la taupe, t'as les orvets, il y a même des oiseaux, comme les pies par exemple qui mangent des limaces et voilà, il y a plein de prédateurs comme ça et en fait le but ça va être d'essayer d'attirer tout simplement les prédateurs parce que finalement on est obligé d'avoir de la vie dans son jardin, on est obligé de développer de la diversité. Il y a pas longtemps et quelques semaines, quelques mois, sur un de mes posts LinkedIn justement, où je parlais un peu de la diversité au jardin, de l'importance de la diversité, et une personne qui a commenté a dit oui, c'est pas logique de prôner la diversité dans son jardin pour lutter contre les limaces, parce que qui dit diversité des plantes dit beaucoup plus de plantes et donc beaucoup plus de limaces, parce que les limaces elles vont se nourrir des déchets des plantes, etc. Et elles vont trouver leur milieu naturel, l'humidité grâce à ces plantes et du coup elles vont être vraiment au top et finalement on va attirer les limaces. Plus on met de
d'herbe autour de son potager, plus on laisse l'herbe se développer, plus on va faire des niches pour les limaces et elles vont venir au plus près de notre potager et se débarrasser de tout ça. Alors, c'est vrai, hein, finalement, cette personne, elle avait raison. Mais voilà, si on va au bout de son raisonnement, est-ce qu'on veut un monde où on élimine toutes les herbes, on laisse vraiment, on enlève même la terre, et finalement on fait pousser les plantes dans un laboratoire avec de la lumière artificielle et des nutriments comme ça sous perfusion. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, en fait, on en arrive là, quoi. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. En fait, la diversité, c'est mieux que la monogénétique. En gros, il y a un autre principe de permaculture qui dit qu'une pollution est une ressource qui n'est pas utilisée. Donc, en gros, si tes limaces, elles se reproduisent sans cesse, ça devient une pollution. Mais une pollution, la façon dont on appelle une pollution, en fait, c'est tout simplement une ressource qui n'est pas utilisée. On en revient à ce truc de attirer plus de prédateurs, et finalement, cette pollution, elle va s'auto-réguler, entre guillemets. La planète Terre, par exemple, à un moment donné, dans le cycle de son existence, dans le cours de son existence, il y a eu un moment où l'oxygène, c'était devenu une pollution. Il y avait trop d'oxygène sur Terre, et ça menaçait la vie. Après, ça s'est régulé, justement. Et voilà, donc, la planète Terre, de toute façon, elle s'est fondée sur de la diversité, sur des successions écologiques, et c'est comme ça que la vie fonctionne, en fait. On peut pas aller contre ces choses-là, on est obligé de travailler avec. Je dis pas que... C'est vrai que souvent en permaculture, on dit oui, il faut laisser faire les choses. On parle beaucoup de non-agir, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réflexions à avoir, il y a pas mal d'observations, comme je disais. Et dans tous les cas, et voilà, il faut faire de l'observation et comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose ou quelqu'un qui viendra prendre la place de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas aller contre ça. Donc finalement, est-ce que c'est une bonne raison de revenir en arrière, de supprimer toute forme de vie et de désherber à gogo? Moi, je crois pas. Je crois pas que non plus la permaculture, le fait de laisser le non-agir, de laisser faire la nature sans vraiment intervenir sur une solution miracle aussi. C'est pas la permaculture, c'est pas facile, hein, c'est pas plus facile que le reste. C'est juste qu'on va réfléchir un peu plus, on va être plus on va rentrer dans un peu plus de complexité, on va essayer de comprendre ce qui nous entoure, on va essayer de réduire les interventions, peut-être pas ne plus intervenir, mais réduire les interventions, mais vraiment réfléchir sur quelles interventions on va avoir, et aussi réfléchir à quel impact ça a sur l'écosystème. Est-ce que l'impact il est positif pour nos objectifs, ou est-ce que il l'est pas finalement. Voilà, on doit vraiment revenir à cette observation. Il y a pas longtemps là, je suis allé au cinéma voir un film qui s'appelle L'usage du monde. C'est un film de Agnès Fouilleux et qui était vraiment très intéressant. Et en fait, dans ce film, à un moment, on a une paysanne qui est dans son champ et qui nous explique que la belette, elle finalement, elle essayait en fait de faire revenir, parce qu'elle avait un problème de campagnols sur son terrain. Elle avait beaucoup de campagnols qui creusaient beaucoup de terriers et du coup qui mangeaient les racines des plantes et tuaient ces cultures, et du coup elle cherchait donc des solutions. Et voilà, elle a remarqué qu'il y avait de la blette, il y avait aussi le renard pas loin. Donc du coup, elle, tout ce qu'elle faisait, c'était donc déjà observer et comprendre qu'elle avait un problème de campagnol. Déjà ça, c'est la première étape. Si on cherche pas à comprendre d'où vient le problème, on va pas régler le problème, on va régler le symptôme. Voilà. Donc du coup là, elle a compris que le problème venait de la blette. Déjà, ça c'est déjà un signe d'intelligence. Et en plus, elle a remarqué aussi qu'il y avait le renard. Et du coup, elle a cherché donc à faire venir plus de belettes sur son terrain pour diminuer la population de campagnols et du coup protéger ses plantes au final. Donc du coup, on voit dans le reportage, elle explique qu'elle faisait donc elle avait beaucoup de pierres pas très loin dans son terrain, quoi. Elle avait pas mal de pierres et du coup, elle faisait des tas de pierres pour que la belette puisse
faire des terriers pour qu'elle puisse vraiment circuler. Elle faisait donc plusieurs tas de pierres pour qu'elle ait plusieurs endroits où se reposer ou même faire des terriers. Et entre ces tas de pierres, donc elle faisait aussi des chemins en pierre qui maillaient comme ça tous ces terriers de pierre là, tous ces tas de pierres, et du coup ça faisait circuler la belette un petit peu là où elle voulait, jusqu'à vraiment aux endroits où il y avait beaucoup de campagnols, et tout ça elle le connectait plus ou moins à une haie qui allait reconnecter avec la forêt. Et du coup voilà, c'est tout simplement, elle a fait preuve d'observation, et elle a trouvé des solutions naturelles, et c'est vraiment vers ça qu'on doit aller en fait. On doit aller de plus en plus vers ça, et c'est vraiment ce que cette leçon là, je parlais de la leçon du livre La révolution d'un seul brin de paille dans le livre de Masanobu Fukuoka, et vraiment dans son bouquin en fait, la leçon qu'on tire, c'est que lui il a mis des années avant de... En fait, on a l'impression quand on lit le bouquin ou quand on entend parler de ce bouquin, c'est que tout est facile, que c'est une solution miracle, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que, en fait, lui, il a mis des dizaines d'années. Je crois que la première fois, je me souviens plus exactement, mais la première fois où il a récupéré le terrain de son père pour faire pousser un verger un peu naturel, avec sa façon de voir les choses qui est très liée à ce qu'on vient de parler. Et ben en fait, il a mis une dizaine d'années pour se rendre compte que ça fonctionnait pas. Et du coup, il est parti plusieurs années parce qu'il a laissé tomber, il s'est dit ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais, etc., etc. Puis un jour, il est revenu, puis il a essayé autrement, il a appris de ses erreurs. En fait, il a continué à faire de l'observation, et petit à petit, en fait, en s'adaptant à son contexte, à son terrain, à ce qu'il voyait autour de lui, en lisant un petit peu ce qu'il y avait, en faisant de la lecture de paysage, en observant quels animaux étaient présents ou pas, comment ça se passait au fil des saisons, quels problèmes auxquels il se confrontait, et il cherchait des solutions. Petit à petit, en fait, il a trouvé comme ça un système, un modèle qui pouvait répéter comme ça au fur et à mesure des années, tout au long des saisons. Et du coup, il a inventé sa propre agriculture naturelle. Et c'est plus une philosophie basée sur justement aller à la source du problème et essayer de régler ce problème de manière naturelle en utilisant les forces de la nature. Et c'est surtout ça son message dans son bouquin. C'est pas le fait de planter telle plante après telle plante ou à côté de telle plante, tout ça. Oui, il y a des trucs intéressants à prendre, mais derrière tout ce qu'il y a, c'est un message quoi. En fait, et surtout que ça prend du temps. C'est pas la première année. C'est vrai qu'aujourd'hui dans une société, on veut tout de suite, on veut des solutions rapides. Mais voilà, on peut plus agir comme ça. Les vraies solutions naturelles, ça prend du temps, ça prend de l'observation, ça prend de l'ingénierie, faut y mettre un petit peu de soi, et que ça soit au niveau de la tête et au niveau des mains, faut y aller un petit peu, et donc voilà. Pas besoin de s'inspirer, on peut s'inspirer de la philosophie donc de Masanobu Fukuoka, mais on va pas planter du riz si notre terrain il est sec, etc., etc. Donc voilà. Le message, c'était ça. J'espère que ça t'a plu, que c'était à peu près clair. Si t'as des choses à rajouter, si t'es d'accord, pas d'accord, n'hésite pas à aller en commentaire. Et puis sur ce, voilà, n'hésite pas aussi à partager le message, et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.